Donc bonjour et bienvenue à toutes et tous pour cette session numéro 1 des 13e rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Une première session placée sous le signe de la culture, ou plutôt des cultures au pluriel, et de leur rapport au temps. Sans plus attendre, la parole est à Françoise Benamou du Cercle des économistes, qui a coordonné cette session et qui va l'introduire. Françoise, c'est à vous. Alors, merci Vincent. Comme le temps nous est compté, je vais rentrer très vite dans le sujet avec simplement quelques remarques et un point préliminaire. Le point préliminaire est que le rapport entre temps et culture doit être questionné, bien entendu, différemment suivant l'acception du terme culture à laquelle on se réfère, une vision peut-être plus resserrée, les œuvres de l'esprit et les œuvres d'art, ou bien une vision anthropologique, les cultures dans leur ampleur historique, les normes, les langues, les manières de vivre. Alors, si on part du premier point, c'est-à-dire si l'on entend par culture les œuvres d'art et les œuvres de l'esprit, le rapport entre temps et culture procède de la tension qui existe de manière assez évidente entre le temps extrêmement court de la consommation des œuvres et le temps long, parfois très long, de la création. On est aussi renvoyé à la question de la qualité et de celle de la reconnaissance des œuvres dans le temps, sachant que la notoriété immédiate n'est pas nécessairement un signal tout à fait fiable, même parfois pas du tout, de la qualité, c'est pas un signal de la qualité, et ni du talent, et du moins dans le long terme. Rappelons-nous que Kafka tirait à 300 exemplaires et difficilement ses œuvres qui ont duré ensuite fort longtemps. Alors cela pose le problème du financement des œuvres que le public et la critique dédaignent, mais qui sont le patrimoine de demain. Faut-il rappeler que Proust, Joyce, Stefan Zweig, Borges n'ont pas eu le prix Nobel. Et c'est Keynes d'ailleurs qui exhortait ses lecteurs de la grande presse, on était en plein milieu de la crise des années 30, à acheter des œuvres d'art. Il visite une galerie d'art et il y a des jeunes artistes qui exposent là, et il écrit donc qu'il faudrait acheter des œuvres de ces artistes inconnus parce qu'au fil du temps, ils prendront peut-être une valeur considérable. Alors toujours au sens de la culture cultivée, comme on dit, c'est la politique culturelle qui, elle aussi, prend le temps en compte, celui de l'amortissement des œuvres sur différents supports. C'est la thématique de la chronologie des médias, qui n'est pas que française, qui consiste à passer, par exemple, du livre grand format au livre poche, et qui existe, bien sûr, dans la politique culturelle, audiovisuelle et cinématographique. Cette politique culturelle, elle est censée organiser les différents temps de la consommation. Un film est d'abord visible en salle, puis à la télévision, puis en vidéo à la demande, etc. Mais elle est bien évidemment court-circuitée par les pratiques effectives, notamment celles des jeunes, qui sont rétives à l'attente, notamment sur le net. Et c'est toute la thématique de l'impatience contemporaine. Alors si l'on en vient maintenant à une acception plus large de la culture, en son sens anthropologique que j'évoquais d'entrée de jeu, les modes de vie, les normes, etc., le triptyque culture, temps, économie est l'objet de compromis et d'équilibres qui sont toujours instables. Je vais en donner juste une illustration. Dans le cas du Cameroun, mais d'autres pays d'Afrique, on observe une tension évidente entre la volonté de préserver la diversité du patrimoine linguistique et celle de créer un marché unifié. Et un marché unifié passe aussi par une langue commune. Et selon l'UNESCO, la moitié des 6 à 7 000 langues parlées en 2000 devraient disparaître avant la fin du siècle si rien n'est entrepris pour en conserver la mémoire. Alors venons-en enfin à l'accélération qui était évoquée par Étienne Klein. Alors je dirais simplement l'accélération des échanges, leur intensification, induite tout à la fois par la vitesse croissante de traitement de l'information, mais aussi par le remplacement de plus en plus rapide des processus physiques par des processus virtuels. Alors on observe là un double mouvement d'uniformisation culturelle et puis de recréation de différences dans la musique, dans la littérature, mais aussi dans les modes de vie, dans les technologies, etc. Et dès lors que les conditions culturelles d'appropriation d'un style artistique ou d'une technologie sont remplies, alors des populations peuvent en quelque sorte sauter une étape. Une population peut en effet être à même de s'approprier une technologie nouvelle quand elle n'est pas encastrée dans la technologie antérieure. Et pour le dire en d'autres termes, ce que l'on croit être un obstacle
ce qu'on appelle un retard de développement ou un retard culturel, peut s'avérer être un atout si les conditions culturelles d'appropriation de la technologie sont remplies. Juste une illustration. La capacité aujourd'hui évidente de l'Inde à inventer de nouvelles formes d'éducation à partir du numérique, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu technologique, cognitif, industriel. Bref, et je vais conclure parce que je vois que le temps passe, la perception du temps et des horizons temporels est dépendante des cultures. Le temps, ce n'est pas seulement une donnée objective, c'est une variable socio-culturelle. Et j'ai envie de citer Georges Simmel, qui écrivait déjà en 1897 « On entend souvent parler du rythme de la vie et du fait que c'est par lui que se distinguent les différentes époques historiques, les zones du monde à la même époque et même les individus d'un même pays ou appartenant à la même sphère. » Merci. I consider the UNESCO Convention on the Diversity of Cultural Expressions a major international treaty, and I shall explore a broader view of it in which culture and diversity are, if not the only one, a major solution for many problems we face in our times. I'll give 3 examples and we'll end up with a challenge. The common idea among all the examples is that only culture can be the counterweight to silly and blind unifying trends imposed by these globalized times we are living. My first example has to do with environmental debate. Climate change, environmental issues are a common world problem. Ergo, we must have a common policy to address it by a set of common targets and indicators. This is a false conclusion, a non sequitur. Without engaging into a finger-pointing discussion, trying to uncover past faults or mistakes, the actual situation is that if we take, for instance, the advanced fuel-consuming US society, it cannot have the same targets we impose to ASEAN countries or to Brazil. Global scientific conclusions and objectives must be adapted to different regional cultures and needs. This debate, luckily, is already taking place in the preparation for the new Millennium Development Goals to be set forward in 2015. The Emerging Economies first proposal, coordinated by the Honorable President of Indonesia, is trying to add differentiated objectives within a common goal. My second example has to do with development and growth paths. Nowadays, quite a few European economies, and perhaps others may join them, are facing the rigors and suffering of adjustment programs under the promise of a Holy Land, which is to keep the membership in an ill-conceived monetary union. The preached culture of economic policy uniformity, as practiced in adjustment programs,
and as has been applied for several decades on the whole business of development aid, is sold as a scientific truth above political and cultural considerations. This forgets the diversity of community arrangements and tensions, and imposes patterns that more than half of the times have resulted in sheer failure. Without accounting for cultural realities, as many African countries are nowadays trying to do, and, for instance, as the Honorable President of Bolivia, Evo Morales, is achieving in his country, finding harmony among dozens of different tribes, something which had never been attempted, one cannot impose a blunt economic solution. This is difficult, is not without error, but must be followed. I'm afraid deeper consideration of this issue would be of value to several EU countries. My third example, which is perhaps the most provoking one, has to do with democracy. We've been watching a uniform rhetoric on democracy and democratic values, which, in spite of its importance and interest, has serious flaws. First of all, it forgets the several existing forms of democracy, ranging from the Greek model, which, if you allow me to remind, women were excluded and was restricted to an elite of citizens, passing through French Revolution models, maybe better framed by Robespierre, and by both models presented by the US, be it from the founding fathers and the modern US model. I don't even mention, for instance, other options like the German model with the Sozialmarktwissenschaft and many others. These are forms inherent to specific evolutions and cultures. To impose one of these models in nowadays China, for instance, reveals a brutal lack of sensibility. I wonder in whose interest would be a fast adoption of, say, a US democracy format in China. The result would probably be chaos, to the great damage both to nationals and foreign nations. Without denying the intellectual interest in trying to extract common features from most Western democracies' experiences, I would pledge to a very moderate application of this exercise that must always be tempered by cultural and historical evidence. The goal, I'm afraid, is not exactly democracy, but a better life coupled with freedom of expression. I conclude with the challenge, but the challenge becomes more relevant if I myself address a criticism that may be raised against my previous examples. It may be said that they lead to a state of general or too much relativity that would impair effective progress in the attainment of major goals. To a certain extent, yes, that's true. Introduction of the cultural dimension makes things more complex and may create
other kinds of stalemates. But this is a price to be paid for becoming more realistic and attentive to the different and relevant characteristics of the stakeholders. The reward is that compromises will be more robust, sustainable, and easier to be enforced. And this challenge also bears, and this, my answer also bears the challenge, which is the following, and I conclude. Are we able to incorporate in these times the cultural reasoning in our international negotiations and public policy decisions, taken oftentimes in a state of dire urgency? As I ended my presentation here in Aix-en-Provence 2 years ago, this change of attitude will only be possible if we open ourselves to serious consideration of innovation everywhere. Thank you very much. Je voudrais partager avec vous 2 ou 3 observations sur le thème qui nous rassemble cet après-midi. Et je voudrais le faire à partir de la position de quelqu'un qui vit entre plusieurs mondes. Je passe une partie de ma vie aux États-Unis et l'autre en Afrique du Sud où, comme vous le savez sans doute depuis plusieurs semaines, nous faisons l'expérience du temps au ralenti, suspendu au bulletin de santé de Nelson Mandela, dans un contexte où effectivement le temps a un nom, il a un visage, il a un corps qui bientôt va mourir, et donc le problème du temps qui arrive à sa fin. Et je crois que cette expérience vécue du temps autorise que l'on puisse parler soit de son accélération, bien que M. Klein tout à l'heure ait mis en question cette idée, mais je pense qu'il y a des moments de la vie d'un pays où effectivement on vit le temps en accéléré, où on a l'impression que on est en train de pousser et que quelque chose de nouveau est en germe, qui va naître, même si par la suite les choses vont autrement. Je crois que l'une des caractéristiques des sociétés contemporaines, qu'il s'agisse des sociétés du Nord ou du Sud, est qu'elles sont régulées, qu'elles sont coordonnées, voire dominées par une multiplicité de régimes temps qui gouvernent secrètement nos vies. Ces régimes temps, qui ne sont pas les mêmes partout, ni ne produisent partout les mêmes effets, ont cependant, je crois, en commun 2 choses. Et d'un, ils sont à des niveaux différents, producteurs de normes, de contraintes, mais aussi d'affect et de sensibilité. 2, ils sont tous régis à des degrés divers par les impératifs systémiques d'un méta-régime temps, celui du capitalisme, auquel, je dirais, n'échappe plus aucune culture, aucune société, aucune région du monde, comme l'indiquait tout à l'heure d'ailleurs Lionel Zinsou. Ce méta-régime temps, qu'est le capitalisme, je crois qu'il tient sa force et son pouvoir d'au moins 2 facteurs. Premièrement, il n'a pas de dehors, puisque, comme je viens de l'indiquer, plus rien et plus personne ne lui échappe désormais. Deuxièmement, c'est un régime dont le propre est de disperser,
voire de dévorer le temps. Ce que certains ont appelé la logique de l'accélération sociale, mais que j'appellerais plutôt un processus de chronophagie. Comme on parle d'anthropophagie, le processus de dévoration du temps. Et donc, je crois que lorsqu'on parle de l'accélération du rythme et de la vitesse de la vie sociale, c'est cette consommation du temps que l'on a à l'esprit, en tant que la consommation illimitée du temps nous oblige à poser à nouveau vrai la question de la culture. Et donc j'aimerais maintenant dire un ou deux mots justement au sujet de cette question de la culture en tant que telle. Je crois que la consommation illimitée du temps nous oblige à poser à nouveau frais la question de la culture, parce que de même que le temps n'existe que parce que vécu et raconté, il n'y a pas de culture sans récit. Ce qui différencie les cultures humaines, ce ne sont pas tant les coutumes, les langues, les religions ou les formes du droit propres à chacune d'elles, que leur manière de fabriquer du récit, et ce faisant, de mettre en sens ce qu'elles font. Il nous faut donc revenir à cette question de la mise en récit et de la mise en sens si nous voulons comprendre les évolutions culturelles du capitalisme dans le monde contemporain. Car lorsque nous disons que nous traversons une crise, qu'affecte cette crise, sinon les manières de faire, mais davantage encore les modalités de la mise en sens, nos capacités à imaginer une société qui serait modelée au-delà de la réalité économique. Et donc, fabriquer du récit et fabriquer du sens, tel est le nom qu'il nous faut donner à la culture. Voilà ce qu'il faut comprendre par culture. Pour qu'il y ait culture, il faut nécessairement en passer par le récit, il faut nécessairement fabriquer du récit. Or, sur quoi porte-t-il ce récit? Sinon, sur la durée. Ce que s'efforce de raconter toute culture, c'est à la fois le sens et la durée. Et c'est autour de cette double question du sens et de la durée que se nouent les rapports entre la culture et le temps. Car le travail du temps, tout comme celui de la culture, c'est de produire, sinon la durée, du moins le désir de durer. C'est-à-dire non point la répétition, mais je dirais une différence finalement inappropriable et par conséquent disponible pour tous. Et c'est cette possibilité de susciter le désir de durer, de produire la durée, cette différence finalement inappropriable, c'est cela, je dirais, qui est en crise aujourd'hui. Et donc, l'idée de fond que j'aimerais partager avec vous cet après-midi porte justement sur le fait que, caractéristique des évolutions culturelles du capitalisme dans sa phase actuelle, est la crise de la durée, ou en tout cas le fait que les conditions de production d'un désir de durée, ces conditions ont été détruites. Deuxième observation importante, celle-ci a trait effectivement au fait que dans bien des pays, et pas seulement du Sud aujourd'hui, nous assistons à des mutations fondamentales des rapports entre le travail et le temps. Nombreux sont en effet ceux qui ont, dans une ville comme Johannesburg où j'habite, ils ont beaucoup de temps. Le problème est de transformer ce temps en valeur, en travail. Là où, par ailleurs, la préoccupation chez beaucoup est de transformer le temps en loisir. Chez nous, la question, c'est de savoir comment transformer cette abondance de temps en travail.
D'où effectivement toutes ces questions autour de l'économie informelle, toutes ces questions autour de la création de la valeur qui, à mon avis, sont également propres à cette crise de la durée à laquelle je faisais référence il y a un moment, et je vous remercie pour votre attention. Un grand merci à vous, Achille Mbembe. Bien, j'apparais dans ce programme sous le titre de l'AROP, je ne le renie pas du tout, mais franchement, même si j'aurais pu parler du tricentenaire récent de l'école de danse qui a montré comment la danse française a structuré l'ensemble de la danse classique mondiale pendant plus de 300 ans, je vais plutôt m'exercer parler à partir de mon expérience de chef d'entreprise. Je dirais un mot, mais rapide, sur une situation française dans le rapport avec la culture, d'une certaine façon. Je suis convaincu que le véritable et peut-être le plus fort et de loin avantage compétitif de notre pays dans sa situation difficile actuelle reste l'art de vivre. C'est-à-dire 3 points, la façon dont la France, bien mieux que tout autre pays, maintient ses sites. Regardons la Bretagne face aux côtes espagnoles ou italiennes. Regardons la culture, 5 opéras à Paris, ça n'existe nulle part dans le monde, les théâtres également, les festivals dans pratiquement chaque village l'été. Troisièmement, le bien manger, qui est tout autant la gastronomie française à son plus haut niveau que la façon dont on mange, comme je l'ai fait à midi dans un restaurant d'1 étoile du Michelin près d'ici. Je pense que cela a une double conséquence. Premièrement, sur le plan de marchandiser l'art de vivre français, nous avons là la meilleure chance de gagner. Et songeons notamment à tout ce que nous pourrions faire si nous nous tournions vers les clients du futur, c'est-à-dire notamment tous les clients asiatiques de plus en plus fortunés. Deuxièmement, je trouve qu'il y a une raison très étroite entre l'art de vivre et la propension des Français, tant par leur goût de la retraite que leur désir de ne pas trop travailler et avec nos horaires, pour profiter au fond de l'art de vivre. Si vous étiez dans d'autres pays, mettons dans certains pays en Chine tels que c'est actuellement, eh bien, avoir du temps libre, que d'ailleurs vous n'avez pas, vous l'utiliseriez certainement moins bien qu'en France. Et je pense qu'en tant que modérateur face à la crise, même si les Français ont moins d'argent, ils ont quand même la chance encore de vivre dans un contexte qui est exceptionnel. Le point, en fait, que je voudrais aborder, celui-là, revient plutôt d'une autre de mes casquettes de chairman de Lazare en Asie et fondamentalement en Chine. Je voudrais partager à la table des personnes beaucoup plus compétentes que moi, comme mon voisin, 2 idées qui, pour ma part, sont extrêmement importantes et qu'on a de la peine parfois à faire comprendre dans certains milieux en France pour analyser la compétitivité des entreprises chinoises. Premièrement, l'importance encore aujourd'hui des valeurs du confucianisme dans le fonctionnement de la société et dans le fonctionnement des entreprises. Je rappelle ce qu'il est, en m'excusant de le simplifier d'une façon qui va peut-être être jugée comme sommaire. Le confucianisme, c'est quand même, premièrement, on obéit, on est discipliné vis-à-vis du chef. Deuxièmement, et on le respecte. Et le chef a un devoir fantastique de respecter ceux sur lesquels il a autorité et de travailler pour leur bien. Mais vous voyez que nous sommes totalement éloignés de la vision marxiste, par exemple, du fonctionnement d'une entreprise ou de la façon démocratique de fonctionnement d'une société. Et je crois que ceci est un élément fondamental. Je ferai une remarque juste. Qu'est-ce qui peut menacer cette structuration et ces valeurs ? Je suis frappé de voir que les toutes nouvelles générations, celles qu'on appelle les générations des enfants uniques en Chine, sont moins dans ces valeurs-là. Je pense qu'au fur et à mesure, peut-être qu'ils s'intègrent dans la société, mais ils en sont moins. Est-ce que ça trouvera une expression d'ordre économique ? Je le pense dans la mesure où je crois que la Chine va se structurer à la fois, et ça ce sera rare dans les pays de la planète d'avoir les deux, une économie de style privé, centrée dans un modèle cherchant à imiter les Américains, c'est-à-dire des modèles de start-up en particulier,
avec tout ce qu'appelle la start-up, c'est-à-dire le dynamisme innovateur, la liberté, la souplesse. Et donc, eux seront porteurs sans doute des nouvelles valeurs, notamment peut-être justement des valeurs de la plus jeune génération chinoise, et le gouvernement laissera faire cela tout en l'encadrant. Et enfin, les valeurs fondamentales confucéennes, si je puis dire, qui seront encore incarnées, parce que quand même la force de frappe fondamentale de la Chine, c'est-à-dire les sociétés d'État. Et je crois que ça va être très intéressant d'avoir une Chine qui va avoir une économie hybride, étant capable de combiner à la fois une imitation avec la jeune génération de modèles de type américain et à la fois le modèle économique fondamental qui a porté la Chine, c'est-à-dire ce modèle de société d'État avec évidemment le complément, c'est-à-dire un parti communiste un peu à l'écoute, mais ne cédant pas à la mise en place d'un système démocratique qui, comme a été dit avant moi, et je partage cet avis, entraînerait le chaos en Chine, et évidemment un certain nombre quand même d'éléments. Dernier point, puisque je n'ai que 7 minutes et je termine, le point essentiel de la Chine du système de la méritocratie. J'adhère tout à fait, d'ailleurs, aux remarques et au développement fait dans son dernier livre par le professeur Aglietta, La Voix chinoise, livre que j'ai trouvé pour ma part très éclairant, qui est que la Chine n'a pas eu historiquement une aristocratie. Elle n'a pas eu le fait que c'était parce qu'on appartenait à des familles qu'on était les gens qui entouraient le pouvoir du roi, du prince, de l'empereur. Elle a eu une méritocratie. Même si, comme dans les écoles, quand on est fils de polytechnicien, on a plus de chances de devenir polytechnicien, même si on passe encore des examens. En Chine, c'était pareil. Quand on était fils de mandarin, on avait quand même plus de chances de réussir. Mais ce n'était pas le modèle fondamental. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de classe bourgeoise en Chine de la structuration du capitalisme occidental. Je crois que le devenir de cela est la clé fondamentale de l'équilibre ou d'un énorme problème chinois. Est-ce que la Chine va garder un modèle méritocratique, aujourd'hui en partie incarné par exemple par le maire de Canton qui vient d'être nommé vice-premier ministre, Wang, ou bien est-ce qu'elle va tomber sous le régime, alors appelons-le aristocratique ou néo-aristocratique, de ce qu'on appelle les princelings, c'est-à-dire les héritiers des compagnons de Mao successifs, etc. Si la Chine, à mes yeux, continue un modèle de type méritocratique, le système a beaucoup de chances de durer. Si par hasard la Chine ne savait pas se réformer et basculer vers un modèle de princeling, c'est-à-dire au fond néo-aristocrate, ils auront les mêmes conséquences que la Révolution française, c'est-à-dire les révoltes seront renversées et le système chinois, à mon avis, sera en péril. Voilà, donc confucianisme d'un côté, méritocratie de l'autre. Je crois que ce sont là des traits fondamentaux de différenciation de ces économies. Les valeurs de démocratie, les valeurs et d'autres valeurs ne sont pas des valeurs universelles. Nous allons vivre dans un monde de multivaleurs. Il va bien falloir nous y préparer et abandonner l'idée de croire que nos valeurs, à nous, en Occident, sont éternelles. Merci beaucoup. I would now like to comment on this. I'd like to comment on what you just said. Meritocracy, I believe, the answer to your question is that it will go on in China for a long time because you have a counterpower which is called the People Liberation Army. And the People Liberation Army is an exceptional army which recruits all its officers directly at the base. They go around the countryside in the villages and then pick and choose, actually, the people sometimes under malnutrition, and they bring them, to the top. The current chief of staff doesn't have any teeth here. Okay. Now, I like to that is it, to answer your question or give my feelings towards your last question concerning the subject, which is what? Yes. Okay. Perception of time. My institute at Oxford is dealing with relationship between East and West. And one of the things we've done 2 years ago is to organize leaders of the Roman Curia, number 3 of the Vatican, with members of the Politburo, number 2 of the People Liberation Army,
at my home, and it was a very good example of this clash between time, or at least this clash between perception of time between the Western culture and Eastern culture. And how I could define it is the clash between monochronic, chronic coming from chronos, and polychronic, okay, cultures. I'm not exactly sure if it's a bit of a simplification, but for the purpose of the 5 minutes left, I suppose it will be good enough. Now, what is monochronic? Monochronic is a linear system of sequence, task, after task. Polychronic is the flexible, round, multitask. You can have more than one task, at a time. Basically, it's the opposition between a task-orientated time, where respect is dragged from punctuality, and a socio-emotional time, where respect is dragged from hospitality. And I'm sure, Mr. Beffa, you've had a lot of those hospitality in China. Now, where does it come from, this opposition, at the end of the day? It comes, I feel, with my position or my feeling, between a difference of logic of time, of two logic of time. If you take a proposal, A, and its opposition, A star, in a monochronic culture, you would have A plus A star equals 0. It's a kind of right and wrong, come back to the Vatican, or 0 and 1, okay? Binary system. In the side of more Eastern culture of polychronic time is the conception of A plus A star equal 2A. It means, as you said, this is very much down from the Confucianist civilization, or at least philosophy dragged in China, is the conception of the balance between the countries, the balance between the opposite, which is reaching an harmonious world, which is also an idea which has been taken over from the Chinese Communist Party. And that's something, a difference from what you just said, Mr. Beffa. Now, at the end of the day, what does it sort of, where do we come to? Our civilization, the Judeo-Christianic civilization, at the end of the day, has been trying to control everything. But the only thing our civilization has not been able to control is time, and you are speaking about crisis of time, which I like very much. This meta-regime, temps, is very interesting. Man is run by time in our Judeo-Christian civilization. But what is interesting, in the polychronic Eastern civilization, time is run by man. Or at least there is a feeling that time is run by man, that man can effectively control time. And eventually, at the end of the day, that might be the superiority of the Eastern civilization on our own. But both civilization has got a very fundamental difficulty, is both civilization refers themselves towards time. Then it might be better not to refer ourselves to time. And we do have actually a few tribes, in Amazonia, or the Hopi tribe, also I believe in the Indians of North America, which doesn't have any verb in their languages. They run naked, sometimes better, particularly with this weather. But more specifically, they do not integrate time into their frame of reference at all. It's actually even forbidden to speak about the past and the future. It's a carpe diem. This might be better at the end of the day. How long have I got? Only 1 minute. Then I will probably sort of speak about other things later during the question time. Thank you. En réfléchissant au thème
de notre séance, je repensais à une des études que j'avais lues pour écrire cet essai, La dictature de l'urgence, qui était une étude d'une chercheuse de l'École des hautes études sur le vieil ordre Amish, expliquant ce qu'était le mode de fonctionnement de ce mouvement à la fois religieux et social. Elle montrait qu'il y avait deux ordres du temps chez les Amish, le fast et le slow. Le fast était le temps américain et le slow était le temps Amish. Et dans chaque maison, il y avait deux horloges. Une horloge avec le temps américain et une horloge avec le temps Amish. Et le temps Amish était toujours décalé d'une demi-heure par rapport au temps américain, symbole d'une critique radicale de la modernité américaine. Et donc, si j'essayais de formuler de manière un peu trop simple notre débat, c'est: sommes-nous, chacun à notre manière, différemment, sommes-nous tous des Amish ou sommes-nous tous des Américains? Et face à cette question, je vais essayer de partager avec vous simplement deux idées et de les défendre de manière schématique, mais vous m'excuserez, je vais essayer de tenir dans le temps. La première idée, c'est que le temps de la mondialisation est celui de la mondialisation du temps. Le temps de la mondialisation est celui de la mondialisation du temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'on regarde le monde comme une photo, je partage ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que les différences dans nos rapports au temps sont considérables. Mais si l'on regarde le monde de manière dynamique, comme un film, alors le point sur lequel je voudrais insister est celui de la convergence dans notre rapport au temps. Convergence à peu près partout, sous l'effet à la fois de la mondialisation, de la numérisation, de l'individualisation. Un rapport au temps dans lequel nous vivons un temps accéléré, avec les nuances que j'ai entendues et que je partage d'Étienne Klein, en tout cas dont la perception est accélérée, c'est-à-dire que nous avons tous le culte de la vitesse. Nous vivons un temps compacté, c'est-à-dire un temps qui a de moins en moins de profondeur, de moins en moins de passé, de moins en moins de futur. Nous sommes dans le culte du présent et de plus en plus même dans le culte de l'instant. Nous vivons enfin un temps saturé. Ne rien faire est devenu de plus en plus impensable. Faire plusieurs choses simultanément est devenu de plus en plus naturel. Il suffit d'ailleurs de regarder comment notre vie personnelle partout dans le monde vit de plus en plus sous ce registre du temps. Regardez la manière dont on se nourrit. Partout dans le monde, le développement considérable des fast-foods. 1 700 000 repas servis chaque jour en France chez McDonald's. Regardez la manière dont on s'habille. Dans tous les pays, ou presque, le modèle Zara, qui vise à un renouvellement permanent des collections pour mettre les consommateurs sous tension et les amener de plus en plus souvent dans les magasins. Ce modèle-là, de plus en plus, s'impose. Regardez la manière dont on s'informe. Le développement, à peu près partout dans le monde, des chaînes d'information continue, dans lesquelles, sur un écran, pour éviter que les spectateurs zappent entre les chaînes, on organise le zapping à l'intérieur même d'une chaîne avec une multitude d'informations sur l'écran. Faute de temps, je ne parle pas, mais c'est exactement les mêmes phénomènes de la vie financière ou de la vie économique, de la vie des entreprises. Donc ça, c'était la première idée, une mondialisation du temps de plus en plus importante et qui, je crois, si on voulait être plus précis même, est une occidentalisation du temps. Deuxième idée, c'est que je crois que cette mondialisation du temps doit être maîtrisée, doit être humanisée. Pourquoi ? Il y a beaucoup d'avantages
beaucoup de choses positives dans ce nouveau rapport au temps, et je ne suis pas simplement dans la déploration. Une des choses positives a d'ailleurs été évoquée tout à l'heure par Étienne Klein, c'est que, en vivant de plus en plus le présent, nous refusons le sacrifice de nous-mêmes, nous sortons de cette situation qu'évoquait Pascal, dans laquelle nous ne vivons pas, nous espérons de vivre. Et c'est un élément, cette recherche du bonheur individuel, qui est un élément positif. Mais il y a 3 points plus inquiétants que je voudrais simplement évoquer. Le premier point, c'est que ce nouveau rapport au temps place nos sociétés sous tension. Et chacun d'entre vous en a fait aussi l'expérience, à la fin de sa journée de travail, d'avoir à la fois le sentiment de ne pas s'être arrêté un instant et, en zappant d'un sujet à un autre, aussi d'avoir le sentiment de ne rien avoir fait au bout de sa journée. Deuxième risque, c'est que ce nouveau rapport au temps frappe nos démocraties d'impuissance et les menace même d'illégitimité. Le temps démocratique n'est pas le temps ni des médias ni des marchés, or il leur est de plus en plus soumis. Et puis, dernière conséquence négative, et ce n'est pas la moindre, refus du sacrifice de soi, oui, mais risque du sacrifice des autres. Il y a une forme de coalition des vivants, pour reprendre la formule du philosophe espagnol Daniel Innerarity, qui fait que cette préférence pour le présent, qui est la nôtre, fait que nous traitons fort mal les enjeux, et les enjeux très lourds qui sont ceux du futur. Je termine d'un mot. J'ai parlé des cultures, un mot sur la culture. Il y a un échange épistolaire entre Fernand Léger et Le Corbusier sur la culture que je trouve très éclairant pour nos débats. Fernand Léger écrivait à Le Corbusier « La vie sérieuse marche à 3 km à l'heure, c'est-à-dire au pas d'une vache sur la route. Et le danger d'une vie comme la nôtre, je ne parle pas de la nôtre qui est bien pire, c'est de croire à la réalité des 1200 km à l'heure de l'avion. » Il concluait « Un grand tableau, un beau roman, une grande invention, du 3 km à l'heure, monsieur, et encore, vive les 3 km à l'heure quand il y en a besoin. » Merci. Je reviens comme dernier intervenant de cette session une fois encore sur la Chine, qui aura été donc un des traits de cette session, peut-être à cause de l'importance croissante de la Chine dans l'économie mondiale et puis des réflexions qu'elle suscite. Je pense, sans vouloir, en adhérant à l'idée de convergence du temps et sans vouloir insister trop sur les divergences, qu'on a quand même des conceptions différentes entre nous occidentaux et les Chinois sur le temps à 2 niveaux. D'abord, un problème de perspective. Nous voyons la Chine comme un pays émergent, alors qu'il faut se rendre compte que les Chinois ne voient pas ce qui se passe depuis 30 ans comme une émergence, mais comme un retour à une situation qui préexistait. La situation de la Chine au début du XIXe siècle, c'était la première population, la première économie mondiale, mais aussi le premier exportateur mondial. Donc à cette différence de perspective s'ajoute aussi une différence qui est sur le sens du temps. Nous avons dans la culture judéo-chrétienne une vision souvent linéaire, aussi accrochée à l'idée de progrès, alors que les Chinois ont une vision traditionnelle de temps cyclique. Et nous serions aujourd'hui dans un cycle, même en haut d'un cycle, ce qui explique à mon sens que l'optimisme en Chine, il est beaucoup plus collectif qu'individuel. C'est personnellement la façon dont je comprends ce mouvement des riches chinois qui vont à l'étranger d'une manière croissante pour trouver pour leurs enfants, pour leurs actifs, un havre, un passeport étranger.
À ces idées, ces différences, moi je voudrais lier la notion très chinoise de fenêtre d'opportunité. Il y a un caractère che en chinois qui est très difficilement traduisible et qui traduit la qualité d'une personne de profiter du moment, le moment propice pour faire évoluer une situation vers ses propres fins. Donc cette fenêtre d'opportunité, je crois que c'est un concept qui éclaire beaucoup de dimensions de la politique chinoise et de ce qu'on voit en Chine aujourd'hui. Il y a cette fenêtre d'opportunité chez les dirigeants chinois de vouloir réussir à se développer et à devenir une puissance mondiale avant que le vieillissement de la population chinoise n'ait des effets trop marqués. Donc là, on parle d'une fenêtre de 10, 15, 20 ans. Le surinvestissement des entreprises chinoises à un niveau beaucoup plus microéconomique, on peut l'expliquer aussi. Là, il faut investir pour prendre des positions, quelle que soit la rentabilité d'un projet, quelle que soit la situation des concurrents, même si tout le monde perd de l'argent. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de relier cette idée de fenêtre d'opportunité aussi au maintien de la corruption à un niveau très élevé en Chine, malgré l'augmentation des salaires des fonctionnaires, malgré les sanctions pénales, la peine de mort qui est prononcée depuis plusieurs années à des niveaux très élevés, vice-ministre, ministre. Pourquoi est-ce que ça continue ? Je pense que c'est l'idée aussi du moment pour s'enrichir et l'idée qu'on est en haut d'un cycle toujours et qu'on peut retomber. Donc on est en Chine, dans un pays particulièrement intéressant, je pense qu'on l'a déjà dit, avec ce temps long, qui est très prégnant, qu'on retrouve. La Chine a une politique industrielle de long terme, une politique de développement de long terme, une politique de création d'infrastructures qui voit qu'on se projette vers le futur, on construit un futur sur le temps long, et puis en même temps quelque chose qui tient du court terme et qui provoque quelquefois des conflits avec nos conceptions. Alors dans mon secteur d'activité, le droit, je le vois concernant l'exécution des contrats, par exemple. Le contrat, souvent pour les Chinois, même si le principe de force obligatoire des contrats existe dans la loi chinoise, le respect des obligations contractuelles pose souvent problème. Pour les Chinois, le contrat, ça fige la situation, ça cristallise dans un document un point d'accord à un moment donné, mais quand le contexte a changé, il paraît peut-être légitime pour des agents chinois de vouloir renégocier ou simplement de s'écarter des obligations contractuelles. Donc ça suppose beaucoup de doigté, de capacité de renégociation. Et puis l'idée qu'il faut toujours maintenir un contrat en vie, c'est-à-dire en faire un instrument de relation entre plusieurs parties. Et je voudrais terminer sur qu'est-ce que la Chine, en fait, cette économie en développement rapide, peut nous apprendre. Je pense qu'on peut tirer de ce pays qui va très vite et des pratiques qu'on y voit une remise en cause de certaines de nos lourdeurs qui peuvent expliquer notre ralentissement aussi. Dans les pratiques de prise de décision, les pratiques de management, on voit que les entreprises chinoises réussissent, bon an, mal an, avec des décisions qui sont très intuitives, très rapides, et qui contrastent avec la lourdeur de la prise de décision, de l'analyse, du croisement d'informations, de ces slides de 80, 100 slides qu'on voit dans des entreprises avant toute décision d'investissement. Là, je pense que la Chine peut nous aider à retrouver un sens de la prise de décision, peut-être un petit peu plus intuitif. Et puis, je le vois aussi dans les pratiques de marché dans le secteur bancaire, où ce qu'on appelle pratiques de marché, aujourd'hui, c'est une documentation extrêmement lourde, une gestion du risque avec des écrits, des outils juridiques comme des hypothèques, des nantissements sur toute catégorie d'actifs, de prise de participation. C'est une influence forte du droit anglo-saxon, dont je considère qu'elle s'adapte mal à la situation en Chine, et que maintenant même elle est devenue trop lourde, trop coûteuse par rapport aux risques contre lesquels elles sont censées nous protéger. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, Rémi Tisser, vous êtes étudiant à l'ICAM de Toulouse, vous êtes le porte-parole d'un petit groupe qui a répondu collectivement au concours, et votre contribution porte ce beau titre, 2020, le temps de relier ce qui est séparé. Vous avez la parole pour la première question. Je vous remercie. Alors moi j'ai une question plutôt
culturelle. Alors j'aimerais savoir, depuis 10 ans, nous connaissons une progression fulgurante de la numérisation avec une culture presque mondialisée. Les livres se virtualisent, les données aussi. Comme pour les personnes qui déménagent, il y a le choix d'adopter la culture locale, de rentrer dans une bulle ou de se créer une double culture. Faut-il alors craindre cette évolution ou pensez-vous qu'il y aura un appauvrissement de la culture locale? Je vous remercie. Merci à vous, Rémi. Qui veut répondre? Gilles Finkelstein, peut-être, d'abord. Un mot, oui, sur cette question de la numérisation. On est les contemporains de cette révolution, et donc la vivant presque chaque jour. On n'a pas le recul suffisant pour en mesurer l'ampleur. Mais si on fait un petit zoom arrière, et il suffit même à chacun de se reporter à ce qu'était simplement sa propre vie il y a 10 ans ou 15 ans, et de voir donc à quel point elle était d'une nature radicalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui avec l'irruption de ces nouvelles technologies dont le développement connaît une révolution presque chaque année et dont le rythme de diffusion dans nos sociétés est sans doute sans précédent et qui pose dans notre rapport au temps toute une série de questions. Il y a la question de cette masse absolument considérable de mémoire, d'archives qui se constituent chaque jour. Je n'ai plus les chiffres, mais ils sont dans mon essai, mais presque chaque année, on a davantage de stocks d'archives qu'on en a eu pendant des centaines d'années précédentes, et une question très lourde dans le rapport au temps qui est celle du droit à l'oubli. On avait, avec notamment ce déplacement de la frontière entre la vie privée et la vie publique liée aux réseaux sociaux, et des choses donc qui se trouvent sur l'Internet et qui vous suivent jusqu'au bout de votre vie. Et on avait posé cette question-là à un moment au président de Google, ce problème du droit à l'oubli. Et il avait eu cette idée à la fois prodigieuse et terrifiante en disant qu'on ne pouvait pas changer son identité numérique et donc on n'aurait qu'à changer son identité physique. Merci Gilles Finkelstein. Je prolonge peut-être la question de Rémi Tisser. Au cœur du capitalisme financier contemporain, il y a une activité qui s'appelle le trading haute fréquence, où des milliards de dollars ou d'euros sont échangés à des millionièmes de secondes, c'est-à-dire à chaque battement de vos paupières, et j'espère pas trop rapide pendant cette session, des milliards sont échangés. Est-ce que là, on n'a pas franchi un saut, où on est un saut technologique qui fait qu'on n'est plus dans une transformation de nos usages, nous, humains, mais dans quelque chose qui est devenu post-humain, ou qui échappe en partie, donc ce sont les algorithmes qui s'affrontent dans ce trading haute fréquence, c'est une activité qui est post-humaine. Je ne sais pas qui veut répondre. Jean-Louis Beffa. Oui, répondons simplement. C'est une activité sans intérêt économique sérieux, qui est une pure activité de spéculation, et par conséquent, c'est une activité qui, je crois, mériterait d'être sanctionnée, ou en tout cas lui faire payer beaucoup d'impôts. Simplement, il y en a qui profitent de cette activité, c'est le monde, disons, anglo-saxon, londonien. Il y en a qui sont d'accord pour la réguler ou lui faire payer une taxe, et c'est uniquement un rapport de force. Mais cette activité qui vient de la technique, ce qu'il faut souligner à mon sens, c'est qu'elle n'a aucun intérêt pour l'économie réelle. Si vous me permettez, je voudrais répondre un tout petit peu, deux mots sur la question qui a été dite. Je voudrais insister sur le fait que quand on était dans un monde culturel antérieur, nous étions dans un monde dans lequel on était dans des métiers que j'appelle régionaux, c'est-à-dire on se battait les uns contre les autres dans les mêmes conditions, notamment en France. Je m'explique. Quand vous aviez des cinémas, vous passiez, c'était les chaînes UGC contre les chaînes Gaumont, mais c'était des gens avec les mêmes coûts dans le même endroit.
pareil pour les journaux, pareil pour toute une série d'autres éléments culturels pour les livres. Vous les aviez, vous pouviez vous fournir, mais les gens étaient dans le même territoire. À partir du moment où vous êtes dans le monde, qui est le monde en effet d'Internet et de l'économie numérique, vous sortez de votre territoire, vous passez d'un métier dans lequel vos concurrents sont comme vous, à des métiers dans lesquels les concurrents sont mondiaux. Et donc, automatiquement, tous ceux qui sont dans des cultures régionales sont balayés par des effets d'échelle. Et par conséquent, automatiquement, et bien entendu, ces effets d'échelle vont entraîner des cultures là où il y a l'effet d'échelle fondamental, c'est-à-dire par des dominations américaines. Ceci sera d'une certaine façon inévitable. Donc je crois que la seule voie, c'est en effet d'aller à ce moment-là, en acceptant cette culture-là, en jugeant pas comme M. Barroso que c'est merveilleux et que c'est ce qu'il faut simplement adopter, mais d'avoir une culture hybridée. Mais si on veut une culture hybridée, c'est-à-dire de garder quelque chose qui restera de la culture française, il devra y avoir un effort d'État pour la maintenir. Françoise Benamou, voilà, je voulais répondre aussi à René Tisser. Peut-être, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Peut-être juste ajouter un point sur ce que Internet fait aux œuvres et à la consommation des œuvres. Internet apporte quand même une chose qui a été mise en évidence par ce qu'on a appelé la théorie de la longue traîne, c'est-à-dire la possibilité pour des produits de niche de trouver leur public, ce qui est quelque chose quand même d'important. Quand vous avez des publics très dispersés géographiquement, pour des œuvres très qui correspondent donc à des goûts tout à fait précis, vous avez des chances de trouver un public qui devient suffisamment important. Et puis d'autre part, Internet permet, en certains cas, la résurrection en quelque sorte d'œuvres qui avaient été injustement oubliées. Il y a beaucoup d'exemples là-dessus. Donc ça, c'est pour essayer de donner quelque chose en contrepoint des dégâts que fait Internet à la culture aussi, dans le même temps. Merci Françoise. Des questions dans la salle? On peut faire circuler les micros, parce qu'il y a des questions. Voilà, il y a des questions, des bras qui se lèvent là au milieu, si vous pouvez passer les micros. Et si vous pouvez vous présenter. Ouais. Merci, oui, bonjour. Charlotte Henry, je suis étudiante au CELSA. Je crois que ça... Ah si, ça marche. Ma question est pour Gilles Finkelstein. Une question à laquelle j'ai essayé de répondre en vous écrivant à maintes reprises pendant mon mémoire de recherche et à la Fondation Jean Jaurès. Donc, je suis ravie de vous avoir là. Malheureusement, j'ai rendu mon mémoire. Donc, et ça concerne le temps. Et notamment, en 2012, la Fondation Jean Jaurès avait lancé un Twitter pendant la campagne présidentielle, qui était un Twitter qui s'appelait Victoire en mai, et qui, en fait, chaque jour, reprenait la campagne présidentielle de 81 en semi-temps réel, puisque le temps réel était en 2012, mais qu'elle reprenait la campagne de 81. Et ma question était de savoir, en fait, quel était l'objectif de cette chose-là? Est-ce que c'était de reprendre le passé pour parler de l'avenir, notamment sur Twitter, parce que Twitter, c'est quand même le contre-exemple du temps long. Et vous parliez de droit à l'oubli, et là, justement, je pense que Mitterrand n'avait pas vraiment d'identité numérique avant ce Twitter. Et plus largement, est-ce qu'il y a une volonté finalement d'utiliser la mémoire, l'histoire et le passé sur les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui plutôt le synonyme du temps présent et de l'avenir? Voilà, mais je vous remercie. Oui, allez-y. Je réponds en deux mots. Bon, on se verra après. Alors... oui, un mot sur cette initiative dont j'ai eu l'idée après avoir lu, je ne sais pas où, ça que faisait un chercheur, je crois que c'était un chercheur britannique, qui pendant 5 ans postait quotidiennement, refaisait revivre en temps réel la Seconde Guerre mondiale. Et j'avais trouvé cette idée absolument prodigieuse, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pendant la campagne présidentielle de 2012 de voir comment se déroulait exactement au même moment, puisque l'élection avait lieu à quelques jours près, à la même date, comment se déroulait celle de 1980 avec laquelle souvent on faisait des parallèles.
Et je crois que ce jeu d'aller-retour entre le présent et le passé est allé bien au-delà de ce que nous imaginions. Si on l'a fait, c'était aussi parce qu'une de nos missions, c'est l'histoire, c'est la mémoire, celle du socialisme démocratique. On est aujourd'hui un très gros centre d'archives. Et des archives, pour nous, ce n'est pas fait pour être simplement gardées dans un local bien protégé, mais c'est pour faire des archives vivantes. Et utiliser Twitter et utiliser ce mode narratif-là d'une campagne au quotidien nous a semblé un bon moyen de valoriser nos archives, parce que évidemment il y avait les contraintes de Twitter, 140 caractères, mais attaché à chacun ou à la plupart de ces tweets, il y avait des vraies archives, les affiches de l'époque, les discours, des coupures de presse. Voilà. J'ai une question pour M. Mbembe, si je prononce son nom. J'ai été frappé sur l'idée comme vous avez dit, l'Afrique, les Africains, ils ont, en Afrique du Sud, ils ont un temps en abondance, vous avez dit. Ma question est, comment est-ce que vous voulez dire en 2 mots peut-être, dans quel sens je dois prévoir ça, ou vous prévoyez ça? Est-ce que ce sera l'occupation du temps plutôt productif, ça veut dire une guerre économique, ou créatif? C'est ça. Achille Mbembe. Je crois que j'essayais de dire en d'autres mots ce que Lionel Zinsou partageait avec nous en conclusion de son intervention tout à l'heure. Le fait est que on a assisté au cours des 10-15 dernières années à des transformations majeures des politiques économiques dans les États africains. Il a évoqué ces taux de croissance qui sont réels et qui varient d'ailleurs d'un pays à l'autre. Un pays comme le Mozambique, ça tourne autour de 7 à 8% par an. Mais c'est une croissance qui, comme on le sait, ne se traduit pas nécessairement par une multiplication d'emplois formels. Et donc, le chômage de masse est une réalité avec laquelle il faut vivre au quotidien. Et ce chômage frappe en particulier les jeunes, compte tenu de la structure démographique du continent et des défis de la transition démographique en cours. Et donc, beaucoup de gens qui sont, je dirais, structurellement inemployables, qui pourront jamais de leur vie trouver un emploi formel, et il y en a des millions. Cela se retrouve dans les villes comme Lagos, Johannesburg, Kinshasa, avec beaucoup de temps à leur disposition. La question est de savoir quoi faire de cette abondance, je dirais, objective et matérielle du temps, et comment transformer cette abondance de temps en valeur et en travail. Et j'expliquais que l'expansion du secteur dit informel est en partie liée à cette exigence de transformation du temps, de ce surplus de temps en travail. Alors, qu'est-ce que cela nous dit de l'avenir? Tout dépendra, effectivement, la manière dont, j'imagine, on réglera le problème des rapports entre l'État et la société et l'économie. Achille Mbembe, puisque vous avez la parole, le grand public français vous a vu intervenir de manière très forte dans le débat public, dans une période de grande polémique qui nous ramène exactement au sujet de notre session. Voilà, je vais citer quelques lignes qui vont vous rappeler des souvenirs. Le paysan africain qui, depuis des millénaires, vit avec les saisons, ne connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours,
Il n'y a pas de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Ça vous rappelle des souvenirs, Achille Mbembe? Écoutez, c'est pour ceux qui ne le savent pas, c'est un texte extrait du discours de l'ex-président Sarkozy à Dakar il y a quelques années. Je crois que il s'est trompé. Il n'y a pas autre chose à dire. Il s'est trompé. Il s'est trompé alors qu'au fond, pour me limiter à la recherche française, financée à partir des fonds publics, a montré il y a très longtemps que cela ne tenait pas la route. Nous ne vivons pas, nous n'avons jamais vécu en Afrique sous le régime du temps cyclique. Nous avons vécu sous le régime du temps long, un temps très long qui est fait au fond de flux d'énergie et de flux vitaux qu'il s'agit de mobiliser et de mettre en circulation. Il y a des spécialistes du temps dont la fonction est de mettre en circulation ces flux vitaux et ces flux d'énergie, au cœur desquels des questions, des rapports entre les vivants et les morts, les aînés et les cadets, les femmes et les hommes, ces questions sont absolument centrales. Et ces questions ont des dimensions économiques. Et donc, c'est un temps en circulation, et en circulation permanente, mais c'est aussi un temps composé. Le vrai problème, c'est sur la composition du temps. Et c'est en cela que j'étais très intéressé par vos discussions tout à l'heure sur la Chine. On sait que nous assistons à un décentrement du monde et que la nouvelle question de la Chine, elle passe nécessairement par l'Afrique. Ce que l'on oublie, c'est que la question chinoise du futur, elle risque d'être réglée en Afrique. Et de ce point de vue, je crois qu'une comparaison des temps africains tels qu'ils se vivent en ce moment, de façon hybride, composée, une comparaison entre ces temps et les temps chinois, qui, je crois, ne sont pas nécessairement uniquement des temps confucéens, cette comparaison, elle est utile et elle devrait pouvoir nous dire une ou deux choses sur l'avenir de notre monde en général. Voilà, un avenir sous le signe du temps métis. Oui, Jean-Christophe. I'd like to subscribe actually 100% to what you are saying, Professor Mbe. I think China is definitely involved with Africa because of understanding of how Africa is perceiving time. But I would actually like to say that it is not only Africa. You have other part of the world which is badly needing actually this interference or this involvement, at least, of China, and namely Middle East. The Middle East. The Middle East has also got, a very circular sort of time conception, and it might be actually more immediate and more urgent. Someone was speaking about urgency to leave China, involving herself into the Middle East peace process. We have, and we're speaking about time, but we've got a very urgent problem coming on. By the end of the year, we might have a major war involving Iran and Israel. Now, the only country in the P5 who has a slight understanding on how the Iranian, the Persian sort of look at issues is China. The only way we can eventually, have or find a solution or push a little bit this issue of the nuclear issue in Iran is involving China as a peace broker between Israel and Iran. And I would very much like to urge the P5 and 1, after failure and failure, to have them actually considering the involvement of China, because this is even more urgent, I feel, if you agree, that actually involving China into Africa, which is a much more long-term sort of involvement. Thank you.
Il nous reste quelques minutes pour d'autres questions venues de la salle. Monsieur. Sur la jonction entre le temps court et le temps long, je pense qu'il y a une pièce maîtresse du puzzle qui est nous-mêmes. Si nous prenons par exemple Facebook, est-ce le temps long des relations qu'on maintient plus longtemps, de façon plus statique, numérique? Est-ce ce temps long, Facebook, ou est-ce ce temps court du gazouillis permanent online? On pourrait multiplier les exemples de ces faux exemples, de ces faux boucs émissaires, où on regarde uniquement dans les médias ou sur les panels la bouteille à moitié pleine ou la bouteille à moitié vide en fonction de la polémique ou juste du biais personnel qu'on a. Ce qui nous renvoie à l'éducation. Comment nous éduquons-nous à gérer le temps court, le temps ultra court, le temps ultra court, et comment gérer pour nos enfants ou pour nous-mêmes le temps long, le temps très long d'une relation. Est-ce que le biberon avec le BlackBerry, c'est le temps du biberon, de l'urgence de la fin du nourrisson, ou le temps de la relation au nourrisson, le temps de l'éducation du bébé, la relation à la mère, ou est-ce que le BlackBerry, c'est la relation au client, la relation longue à son travail, à son implication, ou est-ce que c'est le temps de l'urgence? Je pense qu'il y a des biais perceptifs sur lesquels nous devons travailler, et que l'école, l'entreprise, les différents sites sociaux ne nous éduquent pas, ou pas assez, à voir les deux facettes d'une même réalité. La parole est à vous. Merci. Qui veut répondre? Faut-il créer des cours d'éducation au temps? Allez, Jean Fickelstein, je vous laisse les mots de la fin. Je pourrais répondre en une phrase pour vous dire que je suis d'accord. Ça va nous suffire parce qu'il nous reste très peu de temps. Eh ben voilà. Merci. Il nous reste quand même quelques minutes pour la conclusion de cette session. Françoise Benamou, la parole est à vous. Oui, ça va être difficile de conclure. L'ambition de l'intitulé de cette session nous a conduit à évoquer beaucoup de questions, peut-être juste 4 remarques, mais j'aurais pu en énoncer beaucoup d'autres. La première, sans doute importante par rapport à la crise, le temps peut s'arrêter ou s'accélérer avec les événements de l'histoire. On est alors renvoyé à la question des récits, on l'a évoqué, les récits nationaux qui sont essentiels à la compréhension des crises et sans doute aussi à l'identification des conditions de la sortie de crise. Le deuxième point, me semble-t-il important, c'est l'importance de la préservation de la diversité culturelle, mais aussi de la diversité des rapports au système politique. Il n'y a pas d'universalisme, ça a été rappelé, je crois que c'est très essentiel. Troisième point, pas d'angélisme non plus sur la diversité culturelle. Elle peut conduire à des clashs, et les rapports au temps peuvent être conflictuels, on l'a vu pour les individus, avec les pressions qui s'exercent aujourd'hui dans ces phénomènes d'accélération, si je puis dire, et puis deuxièmement, entre les populations, par exemple quand on rencontre la question tout à fait fondamentale des religions et des conflits, des tensions entre les religions. Et puis mon dernier point, peut-être pour être positive, bien qu'on observe cette convergence mondiale du rapport au temps, ces phénomènes d'uniformisation culturelle, dans ce contexte même d'uniformisation, il y a des avantages compétitifs qui relèvent de la culture. Ça a été dit, la culture, l'art de vivre, le patrimoine peuvent être des éléments de différenciation des produits et des matières premières pour la relance et pour la sortie de crise. Merci d'avoir été là. Merci Françoise Benamou.